Et l'Ukraine, eh bien, c'est l'objet de notre face-à-face. On va s'intéresser aux sanctions occidentales qui ont été annoncées et puis aussi se poser la question de leur efficacité et enfin se pencher aussi sur les répercussions de la crise ukrainienne pour Emmanuel Macron. Le président de la République, on l'a bien vu, a mouillé la chemise. Il a joué les médiateurs, mais en vain. Alors peut-il pâtir de ce revers international alors qu'il s'apprête à rentrer dans l'arène de la campagne? On en débat dans un instant, mais d'abord le point sur la crise ukrainienne avec Gaspard Flamand. L'Ukraine l'annonce, elle appelle ses ressortissants à quitter immédiatement la Russie et demande l'instauration d'un état d'urgence dans le pays. Elle déclare également la mobilisation de ses militaires réservistes. Vladimir Poutine, lui, ne change pas de cap et promet d'être intransigeant sur ses exigences dans la crise qui l'oppose à l'Occident. Notre pays est toujours ouvert à un dialogue direct et honnête pour trouver des solutions diplomatiques aux problèmes les plus complexes. Mais les intérêts et la sécurité de nos citoyens sont pour nous non négociables. Sur ces images satellites, on peut voir de nouveaux mouvements de troupes russes dans le sud du Bélarus et à l'ouest de la Russie. Dans ce contexte, les sanctions occidentales commencent à s'accumuler. Mardi soir, Joe Biden s'est exprimé depuis la Maison-Blanche. Il annonce couper le gouvernement russe de tout financement occidental et redéployer des forces américaines dans les pays baltes. Il est encore temps d'éviter le scénario du pire qui infligera d'énormes souffrances à des millions de personnes si les Russes agissent comme suggéré. Nous allons juger la Russie sur ses actes, pas sur ses paroles. Et quoi que la Russie fasse ensuite, nous sommes prêts à répondre avec unité, clarté et conviction. Un premier paquet de sanctions a aussi été adopté à l'unanimité par l'Union européenne, qui devrait entrer en vigueur au plus tard jeudi soir. Il prévoit l'interdiction de visas pour les parlementaires russes ayant voté la reconnaissance des régions séparatistes. Des mesures financières contre les banques russes ont également été actées. La réalité, c'est que Vladimir Poutine exerce finalement un droit de négation de l'Ukraine. Et la crainte que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il ne le fera pas. Et Effectivement, que c'est pas parti pour. désormais, il y a des menaces sur une autre partie de l'Ukraine, ce qui est très préoccupant. Côté allemand, le pays annonce suspendre Nord Stream 2, ce gazoduc de 1230 km sous la mer Baltique, qui doit permettre à la Russie de doubler ses livraisons de gaz vers l'Allemagne. Et sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Marc-Philippe Daubresse. Bonjour, vous êtes sénateur Les Républicains du Nord. Face à vous, Claude Maluret, président du groupe Les Indépendants, sénateur de l'Allier. Alors, on l'a entendu, l'Occident a annoncé plusieurs sanctions à l'égard de la Russie. Beaucoup ciblent les institutions financières. Par exemple, la capacité de la Russie à accéder au marché des capitaux et services financiers européens. Est-ce que ça peut être efficace, tout simplement, Marc-Philippe Daubresse? Bon, ça, il y a une question de fond et une question de forme. Évidemment qu'on doit tous être extrêmement clairs et condamner ce qui s'est passé avec Poutine, qui méprise toutes les règles internationales, crache sur les traités, et pire, la négation de l'Ukraine comme pays souverain. A roulé le président de la République dans la farine, pour être clair. Bon. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Et donc, il y a cette question de fond, puis il y a une question de forme. C'est que ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Que déjà, il y a eu plusieurs clips qui se sont passés, qu'au mois de juillet de l'année dernière, Poutine a eu un discours très dur pour dire que si l'Occident n'avançait pas sur la question ukrainienne, l'OTAN, ouais. Les positions européennes par rapport à la Russie, il y aurait des conséquences extrêmement graves. Et donc on est dans une diplomatie qui aujourd'hui arrive très tardivement, et les sanctions qui vont se faire de manière graduelle sur des critères essentiellement économiques, puisque l'Europe a déjà dit qu'elle n'interviendrait pas militairement, sont évidemment pas à la hauteur de l'enjeu. Et malheureusement, quelqu'un a dit chaque jour gagné sur la guerre, ça nous permet d'avancer vers la paix. Je pense que c'est le contraire. C'est que ils sont en guerre. Chaque jour qui se passe. Chaque jour qui passe, c'est un peu plus vers la guerre. Claude Maluret, d'ailleurs, Moscou annonce aujourd'hui une riposte forte aux sanctions américaines. Et puis, je reprends ce qu'a dit la semaine dernière, et européenne, et je reprends ce qu'a dit la semaine dernière également l'ambassadeur russe en Suède, dans un langage assez fleuri, lorsqu'il a été interrogé sur d'éventuelles sanctions européennes contre le pays. Il a dit « Nous n'en avons rien à foutre ». Cela en dit long quand même sur l'état d'esprit russe. Oui, en général, c'est quand ça fait mal qu'on commence à employer les injures. Oui. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille le prendre au mot. L'ambassadeur en Russie, l'ambassadeur en Suède, comme Poutine, sont des menteurs professionnels, comme tous les dictateurs.
Et par conséquent, la plupart du temps, il faut prendre exactement le contraire de ce qu'ils disent. Donc vous pensez au contraire que ces sanctions, elles sont efficaces? Je pense que Poutine est un tel menteur qu'on ne peut même pas croire le contraire de ce qu'il dit. Voilà ce que c'est que Poutine et voilà pourquoi il dessine un imbroglio incroyable. Je crois surtout, le problème n'est pas seulement celui de leur efficacité. Bien sûr que les sanctions vont être en partie efficaces. Est-ce qu'elles vont dissuader? Je n'en sais rien. Mais je crois surtout que Poutine, que l'avantage, et moi j'y vois un avantage, certains pensent qu'on ne va pas assez loin, je pense que les Européens et les Américains gardent leur calme. Les sanctions ne sont pas montées au plafond, il n'y a pas de militaires envoyés, etc. Je pense qu'il est essentiel. Qu'est-ce que veut Poutine? C'est qu'on perde notre calme, c'est qu'on fasse des erreurs. Et pour le moment, je pense qu'on a gardé notre unité et qu'on n'a pas fait d'erreurs. Et je pense, en deuxièmement, que c'est Poutine... Mais on laisse faire pendant ce temps-là, tout de même. Je pense justement que c'est Poutine qui va payer le prix fort. Parce que, contrairement à ce qu'il pensait, au lieu de diviser l'OTAN et les Européens, il les a rassemblés. Alors que son obsession, c'est de diviser l'OTAN et l'Europe. Même les Turcs, aujourd'hui, qui étaient pourtant, avec une diplomatie largement tolérante ou complaisante vis-à-vis de Poutine, même les Turcs, aujourd'hui, et notamment à cause du Kazakhstan, sont vent debout contre ce que Poutine est en train de faire. Les Européens et les Américains sont mis d'accord sur des sanctions et prévoient d'en faire d'autres. Le gazoduc Nord Stream, qui était ce pourquoi Poutine s'est battu comme un lion pendant des années et des années, est en train d'être fermé sous ses yeux. Oui. Et si demain, il devait envahir l'Afghanistan et aller plus loin, il le payerait. Ce serait son Afghanistan. Brejnev, la fin de l'Union soviétique a été marquée notamment par l'Afghanistan, qui a été un épisode énorme. Si demain, Poutine fait l'erreur majeure d'aller plus loin en Ukraine, 40 millions d'habitants avec des armes aujourd'hui, bien entendu qu'ils perdront la guerre, mais ça va coûter extrêmement cher, d'abord aux Russes et aux soldats. Rappelez-vous les cercueils qui rentraient d'Afghanistan. C'est aussi ça qui a fait arrêter. Et un jour ou l'autre, ça sera pareil pour Poutine. Et en plus, le monde entier, à part peut-être la Chine et quelques dictatures, contre lui. Donc je crois qu'aujourd'hui, le prix à payer est sans doute beaucoup plus cher, même s'il va l'être pour nous aussi, beaucoup plus cher pour Poutine, et surtout qu'il est en train de faire une erreur, et que plus il ira loin, plus il commettra d'erreurs. Les dictateurs, c'est comme Hitler, c'est comme Staline, à force de régner et d'avoir aucune contradiction, ils deviennent fous sur la fin. Vous avez vu le discours de Poutine l'autre jour, c'était le discours d'un fou. Moi, j'ai cru qu'il avait pris quelque chose, qu'il avait pris une substance. C'est le discours d'un fou. Il est en train de terminer comme les dictateurs en n'ayant plus de limites. Et ça va lui coûter cher parce qu'il va faire des erreurs. Il est en train de faire des erreurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Marc-Philippe Daubresse? Je pense que la sanction la plus impressionnante et la plus forte, c'est ce que vient de dire Claude Maluret, c'est le gazoduc. Le gazoduc, parce que, effectivement, économiquement et stratégiquement, c'est essentiel. Et les Allemands ont été courageux, d'ailleurs, de prendre cette sanction. C'est courageux, parce que c'est aussi à double tranchant. C'est à double tranchant, ça pénalise la Russie, mais ça les pénalise eux-mêmes, parce qu'ils ont une forte dépendance, contrairement à nous, qui avons eu l'intelligence de faire du nucléaire. Je passe. Mais vous savez, je connais bien la Russie, je parle russe. J'ai été maire, j'étais jumelé avec une ville d'Ukraine. Je suis allé plusieurs fois dans le Donbass et je suis allé plusieurs fois dans ma ville jumelle, où c'est pas la même mentalité. Les Ukrainiens ont aussi une âme patriotique extrêmement forte. Et donc, quand il appelle la petite mère Russie, je suis d'accord avec ce que dit Claude Maluret. J'ai écouté le discours de Poutine lundi soir dans sa langue, avec les intonations qu'il a. C'est un discours qui est au-delà de la fébrilité. C'est le discours de quelqu'un qui, psychologiquement, ne tient plus ses nerfs et, quelque part, va au bout. Alors, certains ont parlé de paranoïa, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais va au bout d'une sorte d'obsession qu'il a depuis des années à vouloir reconstituer l'Union soviétique d'une manière ou d'une autre. Mais de l'autre côté, quand vous allez sur place chez les Ukrainiens, et notamment à côté de Kiev, vous avez une fibre patriotique. Donc, pour l'instant, il annexe d'une certaine manière le Donbass et les républiques autoproclamées. Mais s'il allait plus loin, le risque d'enlisement est patent pour lui. Et donc, on est dans une guerre des nerfs, si vous voulez. Alors, on parle de partie d'échec. Moi, je parlerais plutôt de partie de go, vous savez, où on retourne un territoire, mais qui peut lui-même se retourner et où les coups de théâtre peuvent se faire graduellement. Pour l'instant, les sanctions économiques de l'Europe sont importantes parce que cette sanction sur le gazoduc montre qu'il y a quand même un côté
très, très dur de l'Europe qui ira au bout d'un certain nombre de choses, quitte à en payer quelques pots cassés sur le plan économique. Ce n'est pas une sanction faible, c'est une vraie sanction pour vous, c'est une sanction importante. Extrêmement courageuse, c'est pas la France qui l'a prise, il faudrait qu'elle en prenne une peut-être, mais c'est l'Allemagne qui l'a prise. On va parler d'ailleurs de la France, puisque l'offensive russe en Ukraine a eu lieu alors qu'Emmanuel Macron avait fait le maximum pour jouer les médiateurs, des efforts qui n'ont pas été récompensés, c'est le moins qu'on puisse dire. De quoi nourrir en tout cas les critiques de l'opposition. On vous a entendu tout à l'heure dire qu'il a été roulé dans la farine, Marc-Philippe Daubresse. Écoutez également Yannick Jadot, le candidat écologiste, parler d'Emmanuel Macron. Je pense que Emmanuel Macron a sous-estimé l'agressivité, la brutalité et les velléités guerrières de Vladimir Poutine. Comme souvent, il a voulu jouer de sa relation personnelle avec le président russe, en le tutoyant, en se mettant en scène devant les caméras en train de le tutoyer. Il a cru qu'il avait emporté le morceau. Vous voyez bien comment le président russe nous humilie, nous, Union européenne. Et puis on va aussi écouter, on va être équilibré. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui s'est également exprimé sur le rôle du président de la République dans cette crise ukrainienne. C'était tout à l'heure, lors du point presse, après la sortie du Conseil des ministres. Nous ne reculerons devant aucun effort, ni aucune sanction pour en dissuader la Russie. Car cette course en avant d'un nationalisme russe qui retrouve ses rêves d'empire menace les principes mêmes de l'existence de notre Europe. Vous l'aurez compris, le défi de la sécurité européenne et internationale est encore devant nous. Nous le relèverons avec nos alliés et ne doutez jamais que la France sera toujours à la hauteur de ses valeurs, de ses devoirs et de sa place singulière dans la diplomatie mondiale. Claude Malhuret, est-ce que c'est l'échec diplomatique de la France, ou en tout cas de toutes les tentatives de médiation qu'a pu faire Emmanuel Macron? Oui, moi je suis un peu... non pas surpris, pas du tout surpris, mais un peu amusé par les critiques de l'opposition. Et là, je ne vais pas être d'accord avec Marc-Philippe Daubresse, bien entendu. On a été d'accord jusqu'ici. C'est un face-à-face, quand même, vous ne pouvez pas être d'accord sur tout. L'opposition, elle fait son boulot. Elle est en campagne pour la présidentielle, et par conséquent, elle est là pour critiquer le président de la République. Le président de la République, qu'est-ce que je constate? Et d'ailleurs, je pense que tous les gens que je vois le pensent. Il a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire. Ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est de n'avoir rien fait. Il est allé à Moscou, il est allé à Berlin, il est allé à Kiev, etc. Il a téléphoné à tout le monde, il a essayé désespérément jusqu'au bout. Il fallait absolument qu'il monte. Il n'est pas arrivé à ses fins. Il n'a pas réussi à faire aboutir la voie diplomatique. Il n'est pas arrivé à ses fins parce que Poutine savait où il allait et qu'il ne pouvait pas arriver à ses fins. Poutine n'a pas roulé Macron dans la farine, il a roulé tout le monde dans la farine. Ou en tout cas, il a essayé de rouler tout le monde dans la farine. On a vu les communiqués qui se sont succédés, les communiqués où l'Élysée dit on avance, il va y avoir une rencontre Joe Biden, Vladimir Poutine, et puis quelques heures plus tard, à peine, ça c'est l'écume. Le Kremlin qui dit le contraire. Ça c'est l'écume. Mais personne n'était dupe. On savait ce qu'il cherchait. On sait d'ailleurs qu'il cherche probablement plus que ça. Et par conséquent, il était essentiel de montrer que les Occidentaux, que la France, que les États-Unis, etc., allaient jusqu'au bout des tentatives diplomatiques pour montrer au monde entier qui était le fauteur de troubles, qui était l'agresseur. Parce que Poutine se présente comme l'agressé, alors qu'il est l'agresseur. Et donc, c'était fondamental de montrer cela. Donc, moi, je pense que Macron n'a pas à être critiqué là-dessus. C'est s'il n'avait rien fait qu'on aurait dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe de la campagne présidentielle alors qu'il devrait essayer d'arrêter la guerre en Ukraine. Marc-Philippe Daubresse, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Emmanuel Macron a cherché à utiliser sa stature internationale dans la campagne? Évidemment qu'il fallait faire une mission de médiation. Comme la France est présidente de l'Europe en ce moment, évidemment qu'elle était dans son rôle. C'est le rôle qui lui revient. C'est ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy en 2008. Pour la Géorgie. Et au bout du bout, même si on a pu contester tel ou tel, il a quand même arrêté, il y a eu un cessez-le-feu après sa visite. Mais Macron a fait comme d'habitude. Il a fait un numéro de séduction, il a voulu charmer Vladimir Poutine, et quelque part, il a voulu instrumentaliser ça pour des raisons de campagne électorale, personne n'est dupe. Et il a donné des éléments de langage à certaines rédactions qui les ont reprises telles quelles. Et puis finalement, il est désavoué quelques heures plus tard. Et je vais vous dire, Poutine, j'ai écouté Poutine dans la conférence de presse, toujours en russe. Il y avait un certain dédain, un certain ton dans l'intonation. Vous savez, une langue, elle a toujours une musique de Poutine vis-à-vis de Macron. Je pense que sur la forme, il a été mauvais. Bien sûr qu'il fallait faire une mission de médiation. Mais je pense qu'elle arrive tardivement, solitaire. Il fallait qu'il montre la force de l'Europe,
Il serait venu, par exemple, avec le chancelier allemand, c'était plus fort, et avec Madame van der Leyen, la Commission européenne, pour montrer la force de l'Europe, ça aurait été meilleur. Et je pense qu'il s'est fait rouler dans la farine. Mais comme c'est pas la première humiliation, on a eu l'Australie avec les Américains, on a le Liban qui n'a pas été génial quand même, on a ce qui s'est passé au Mali, où évidemment on n'a pas eu d'autre choix, on en a parlé la semaine dernière. Mais tout ça accumulé, plus cet échec où finalement Poutine a méprisé Macron dans cette affaire, parce qu'il était obsessionnellement dirigé vers son objectif qu'il poursuit depuis plusieurs mois, je le redis, pendant que nous, on a eu beaucoup de mal à organiser l'Europe. Ce n'est pas que Macron le problème, c'est l'organisation de l'Europe qui peine quand même depuis plusieurs années à être performante. Allez, tout de suite, on va rejoindre Jean Massier sur Twitch. Jean, on parle beaucoup de la situation internationale ici, essentiellement bien sûr de la crise ukrainienne. Est-ce que c'est aussi un sujet qui mobilise ta communauté ? Et oui, absolument, Tam. Vous en parlez depuis tout à l'heure sur ton plateau et les internautes, c'est pareil. C'est la question qui agite aujourd'hui beaucoup d'internautes, beaucoup de jeunes. Le risque d'un conflit armé en Europe, ça fait peur à beaucoup de monde, beaucoup de jeunes qui n'ont pas connu l'ex-Yougoslavie, qui n'ont pas connu des conflits armés. Ça inquiète beaucoup ce qui se passe actuellement. Des vraies questions sur les efforts d'Emmanuel Macron en diplomatie. Visiblement, ça n'a pas porté ses fruits parce que sinon on n'en serait pas là. Donc, qu'en est-il ? Quel bilan tirer de ces efforts diplomatiques ? Est-ce qu'ils sont terminés ? On n'espère pas. Et puis en même temps, aussi la crainte des répercussions, par exemple sur l'énergie, le gaz russe. Est-ce qu'on peut se permettre de s'en passer ? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le pouvoir d'achat, y compris des Français ? Tu vois, toutes ces questions, elles inquiètent beaucoup les internautes et donc on attend des sénateurs et des sénatrices cet après-midi des questions sur ce sujet pour le gouvernement. Merci Jean. En tout cas, on en débat déjà. En attendant, sur ce plateau, Claude Maluret, vous entendez ce que dit Jean, toutes les inquiétudes qu'il y a dans la population française, sur un conflit à 3 heures d'avion de Paris, sur les efforts diplomatiques d'Emmanuel Macron qui n'ont pas abouti, les inquiétudes même sur le pouvoir d'achat. Il y a beaucoup de répercussions possibles de ce conflit pour les Français. Oui, bien sûr, mais je voudrais répondre à ce que disait tout à l'heure Marc-Philippe Daubresse sur la comparaison. Je suis content qu'il amène la comparaison avec Nicolas Sarkozy. Parce que les choses se sont passées, contrairement à ce qu'il dit, exactement de la même façon. Il parle du dédain de Poutine. Il y a eu un cessez-le-feu immédiat. Je continue. Vas-y. Il parle du dédain pour Macron. Rappelez-vous la sortie de Sarkozy de son entrevue avec Poutine, où tout le monde avait l'impression qu'il avait pris un punch dans la figure. Il était titubant, etc. On se rappelle, il a été traité avec la même haine, les mêmes sarcasmes, etc. Et les menaces, sans doute. On n'a jamais su, mais les menaces. Deuxièmement, le résultat était exactement le même. On dit Sarkozy, 2008, la crise en Géorgie. Ah oui, il était au nom de l'Europe, il est intervenu. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, l'Abkhazie est toujours occupée, l'Ossétie est toujours occupée, Sarkozy pas plus que quiconque, je ne lui reproche pas, il a fait ce qu'il fait. À l'époque, mais il n'y a pas eu d'escalade dans le conflit. Pour le moment... Tandis que là, on va vers une escalade dans le conflit. Je ne suis pas prophète. Moi, je ne suis pas prophète, mais je prends le pari, voilà. Malheureusement. Mais, et par conséquent, si on compare avec Sarkozy, il s'est passé exactement la même chose. Nous sommes en face d'un dictateur, qui peut-être demain il ira, et il fera ce qu'il a envie de faire. Et il a traité Sarkozy, et Sarkozy a eu les mêmes résultats que Macron aujourd'hui. Donc, il ne faut pas accabler les deux présidents. Les pays démocratiques sont toujours dans des situations délicates vis-à-vis des dictateurs, mais Macron a fait à peu près, pour le moment, je dirais à peu près le même parcours. Le résultat en Géorgie, 14 ans plus tard, il est catastrophique pour la Géorgie, pour l'Abkhazie, pour l'Ossétie et pour le monde en général. Les violations du droit international, elles ont été majeures. Et pour le moment, on n'a jamais envoyé l'armée ou quoi que ce soit parce qu'on sait bien qu'on n'y peut rien. Pas. Allez, tout de suite, on va rejoindre Steve Jourdain qui se trouve salle des conférences. On va continuer à parler de la crise ukrainienne. Vous êtes avec le sénateur Jean-Yves Lecomte, sénateur socialiste des Français de l'étranger. Jean-Yves Lecomte, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors sur ce dossier ukrainien, un paquet de sanctions a été adopté par l'Union européenne contre la Russie. On parle de sanctions contre des députés russes et contre 2 banques russes. Question simple, est-ce que c'est la bonne méthode ? Est-ce que la méthode des sanctions est aujourd'hui la bonne méthode face à Vladimir Poutine ? Je ne suis pas sûr que ce type de choses, à partir du moment où c'est de toute façon prévisible et c'était annoncé, fasse partie des choses qui n'étaient pas déjà inscrit dans le scénario de Vladimir Poutine. C'est pas la bonne méthode, c'est ce que vous dites. Peut-être qu'il fallait le faire, mais je pense que ce ne sera pas suffisant. Face à la menace qui pèse aujourd'hui maintenant sur l'ensemble de l'Europe, je ne pense pas que des sanctions qui étaient décrites dans les journaux depuis 2 mois fassent un quelconque effet de surprise ou n'aient pas déjà été intégrés dans les plans. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire selon vous contre Vladimir Poutine ?
Je pense aujourd'hui qu'il faut marquer une solidarité complète, totale avec l'Ukraine pour l'aider à faire face aux enjeux auxquels elle doit faire face. Elle combat fait solidaire par rapport aux menaces auxquelles elle d'abord en matière humanitaire. Et aussi pour l'aider à résister effectivement. Je crois que l'envoi d'armes défensives est absolument indispensable. Donc il faut envoyer des armes. Pendant plusieurs jours, l'Europe et la France ont minimisé cette offensive russe en disant finalement Vladimir Poutine n'attaquera pas. Est-ce qu'on a été trop naïf? Est-ce qu'Emmanuel Macron a été trop naïf à ce sujet? Je pense qu'on n'a jamais donné trop... c'est pas une question de naïveté. Je crois que tant qu'il était possible d'espérer que par la parole, on puisse d'abord faire reculer les risques et ensuite ne pas inciter la Russie et le président Vladimir Poutine à trahir la parole de la Russie vis-à-vis du monde, à trahir le rôle de la Russie comme membre permanent du Conseil de sécurité, comme garant en particulier de la non-prolifération nucléaire. Je rappelle quand même que l'Ukraine était une puissance nucléaire et qu'elle a abandonné sa puissance nucléaire en contrepartie de garanties sur la défense de son intégrité par l'ensemble des pays membres du Conseil de sécurité permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc face à cette gravité finalement de renoncement à la parole de la Russie vis-à-vis du monde, il fallait tout faire pour éviter que ça puisse dégénérer. Donc moi je ne reprocherai rien à tous ceux qui ont laissé la diplomatie parler jusqu'au bout. Merci beaucoup Jean-Yves Lecomte d'avoir répondu au micro de Public Sénat. Merci. Merci beaucoup Steve pour cette intervention. Et puis on va également entendre Philippe Bas. On va revenir aussi sur la situation donc on évoquait plus tôt dans cette émission, notamment la situation des parrainages. Et on va parler un petit peu de situation nationale de la campagne présidentielle. C'est à vous Steve. Oui, avec Philippe Bas, bonjour. Philippe Bas, vous êtes sénateur Les Républicains, ancien président de la Commission des lois et vous étiez aussi chargé du contrôle de la sincérité du scrutin du Congrès Les Républicains. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a une information parue aujourd'hui chez nos confrères de Libération. Selon nos confrères de Libération, selon une enquête de nos confrères, la primaire Les Républicains a été entachée de manœuvres frauduleuses. On parle notamment d'adhérents fictifs. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette enquête, Philippe Bas? C'est faux, tout simplement. La vérité est tout autre. Il y a eu pour cette primaire, et c'était notre rôle de nous en assurer, des vérifications qui sont, d'ailleurs ce n'était pas une primaire mais un vote au Congrès, je me permets de rectifier ma propre expression, mais il y a eu des contrôles qui ont été extrêmement minutieux, qui ont été faits. Songez que notre problème, ça a plutôt été que beaucoup d'adhérents ont été écartés du vote parce qu'ils n'avaient pas donné tous les éléments nécessaires pour pouvoir voter. Pour pouvoir voter, il fallait avoir payé sa cotisation, bien sûr, avoir donné son adresse mail, avoir reçu un identifiant, ensuite de quoi avoir donné un numéro de téléphone portable, et ensuite de quoi recevoir un autre numéro que son numéro d'adhérent, son numéro d'identifiant au moment du vote sur le téléphone portable. Donc vous imaginez toutes ces clés ont été... Il n'y a pas eu de problème dans ce scrutin. Ah mais c'est tout le contraire. On parle d'un adhérent, Douglas le chien. Vous savez, quand on va voter dans un bureau de vote ordinaire, on présente sa carte d'identité. Eh bien, dans un vote électronique, il faut trouver autre chose. Eh bien, ce qui a été mis en œuvre, c'est très simple, c'est ce système dans lequel aucune personne ne pouvait voter sans avoir utilisé son numéro d'adhérent, son identifiant reçu par la poste, et en plus le numéro reçu par SMS et donc avoir donné son numéro de portable. Beaucoup d'adhérents d'ailleurs se sont plaints de cette difficulté. 862 adhérents au parti le 17 novembre. Vous nous assurez aujourd'hui qu'il s'agit de véritables adhérents Les Républicains. Mais oui, on pourra toujours trouver des personnes qui, entre le moment de leur cotisation et le moment du vote, sont décédées. Mais ces personnes-là, justement, ça a été vérifié, n'ont pas voté.
heureusement d'ailleurs, et tout simplement parce qu'il s'agissait de personnes qui n'avaient pas donné non plus de numéro de téléphone portable, et donc elles n'ont pas demandé, elles ne pouvaient pas puisqu'elles étaient décédées, mais elles n'avaient pas de numéro de téléphone portable, elles n'auraient pas pu voter de toute façon. Autre sujet, Philippe Bas, le dossier des parrainages. Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon peinent à rassembler les 500 parrainages nécessaires pour se présenter. Sur le long terme, Gérard Larcher propose une réforme du système des parrainages. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous y êtes favorable et quelles sont les pistes? On peut y réfléchir, mais ici et maintenant, le défi qui est lancé aux maires de France, c'est d'assurer que notre démocratie fonctionne normalement, c'est-à-dire qu'un candidat ou une candidate qui représente une audience significative dans l'opinion publique ait la possibilité de se présenter. Vous voyez, dans la Manche, il y a un maire qui avait dit « mais moi je ne donnerai pas » de parrainage. Puis finalement, lui et ses maires délégués, ils se sont répartis le travail pour parrainer des candidats qui représentent dans les intentions de vote plus de 10%. Alors qu'ils ne veulent pas les soutenir, mais plus de 10% des intentions de vote en se disant « mon devoir de maire, c'est de permettre à la démocratie de fonctionner normalement ». Et c'est ce qu'ils font. Donc une réforme des parrainages, vous dites pourquoi pas, c'est ça? Une réforme des parrainages, pourquoi pas, mais ce que j'espère d'abord, c'est que le système actuel, comme toujours au bord du gouffre dans les derniers jours, va permettre à tous les candidats qui sont dignes de figurer dans la compétition. Et il ne faut pas non plus dans une élection présidentielle de candidature fantaisiste, bien sûr. C'est pour ça qu'on a fait les parrainages. Mais il faut permettre que tous les candidats qui ont une audience puissent défendre leur point de vue devant les Français. Merci beaucoup Philippe Bas, merci d'avoir répondu à vous. À mes questions. Il est 15h sur Public Sénat. On va tout de suite retrouver Quentin Calmet qui est dans l'hémicycle. Quentin, donnez-nous le programme. Oui, merci Steve. Effectivement, un programme avec cette dernière séance, et alors que Gérard Larcher est en train de s'installer au plateau derrière moi et que le silence se fait dans l'hémicycle, on retient des temps forts autour de l'Ukraine. Pas moins de 3 questions sur la crise ukrainienne, 2 questions sur le bilan de la politique agricole du gouvernement, avec une question posée par un président de groupe, donc Jean Castex, qui devrait prendre la parole sur ce sujet dans quelques instants, et également des questions venues des LR en forme de bilan du quinquennat sur toute une série de sujets thématiques, le logement, le travail, etc. La cloche a retenti, c'est parti pour cette séance.